Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo différente de l'accoutumée où je me déplace directement vers mon intervenant, mon intervenante devrais-je dire. Je suis en compagnie, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvie Gavilan. Bonjour Sylvie. Bonjour Dani. Alors Sylvie, tu es psychopraticienne, tu es créatrice, co-créatrice du Rêve d'éveil, tu es astrologue, tu es conférencière, tu es auteure. Tu proposes beaucoup de choses, tu es formatrice, mais c'est pas en tant que thérapeute aujourd'hui que je viens à toi, c'est pour avoir ton regard, ton approche de ton parcours de vie qui est atypique. Et c'est sur ça que notre échange aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du tout dans le principe de l'interview, on est vraiment, comme on peut le constater, dans un principe d'échange. Dans un principe d'échange. Et voilà, donc moi, mes questions, c'est pas qu'est-ce que tu fais de tes journées de praticienne, c'est plutôt, même si on a conscience que tes journées sont chargées, c'est plutôt, voilà, ton parcours est complètement atypique. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, pas en tant que praticienne, puisque c'est pas ça l'idée, mais c'est plutôt cette approche de qui es-tu, toi, en tant qu'être humain? Vaste question. Je ne sais pas si je sais encore y répondre, je ne pense pas, mais il y a quand même des ébauches. Il y a des pistes qui se sont illuminées. Alors, je pourrais peut-être commencer par oui, juste le parcours, en survolant le parcours, peut-être ça va nous donner une piste. Donc, j'ai commencé ma vie active. En faisant de multiples métiers en fait. J'ai eu un bac G2 pour lequel j'avais aucune passion, et après j'ai commencé à travailler et avec une idée en tête, c'est gagner mon autonomie financière, pouvoir être disponible pour les enfants que j'ai eu de bonheur, disponible le week-end notamment, rentrer le soir aussi, être là. Donc ça faisait des contraintes quand même assez importantes qui font que j'ai exploré des tas et des tas de métiers pour finir, enfin des métiers liés à la vente, les trois quarts, pour finir par créer ma propre entreprise. J'ai racheté, parce que j'étais formatrice en soins d'esthétique à un moment donné pour les centres de Thalasso, Talacap, et du coup j'ai racheté un institut de beauté, et puis un deuxième, puis un troisième, et avec des salariés à l'intérieur, parce que moi je ne suis pas esthéticienne. Et voilà, donc j'en étais là quand la première rencontre avec la maladie s'est passée. C'était en 1999. Et en fait, j'ai été terrassée dans l'incapacité de continuer mon activité, forcée à tout vendre en catastrophe, aidée quand même parce que j'ai réussi à tout vendre en temps voulu sans trop de casse. Donc rien que ça, c'était déjà un miracle. Et j'ai vécu ma première expérience, on va dire, de rencontre avec un gros obstacle qui fait trébucher, voire qui fait tomber le nez par terre et le nez dans la boue. Ça a été un déclencheur extraordinaire, puisqu'en fait, grâce ou à cause de ça, je suis repartie à la fac, en psycho pour le coup. Je suis repartie à la fac à 39 ans. J'ai entamé des multiples formations, dont la formation d'astrologue, à ce moment-là, qui a duré 2 années, et plus plein de stages en décodage biologique pour tenter de comprendre ce qui m'habitait, etc., etc. Donc un revirement complet de situation, et à partir de là je me suis installée en libéral, chose que je n'ai jamais quittée, et psychothérapeute et astrologue en même temps, puisque grosso modo ça s'est finalisé à peu près en même temps, et j'ai commencé à animer mes premiers ateliers avec des personnes, parce que ça m'a toujours tenu à cœur, de ces ateliers d'échange, pour grandir ensemble en fait. Voilà, ça a été donc un premier fleurissement d'une partie de moi qui était jusque-là complètement enfouie, on va dire. Et puis, ça a très bien évolué, j'ai beaucoup grandi
en 10 ans. Et 10 ans plus tard, grosso modo, hein, je ne suis pas tout à fait à cheval sur les dates, mais c'est à peu près ça, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Michel Tabé, qui lui, il est docteur en psychopédagogie, astrologue, et il baignait dans le rêve, à l'époque, rêve éveillé, énergétique et astrologique. Et moi, ça m'a pas mal interpellée, ce truc. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'ai été vraiment très attirée. Donc, j'ai suivi sa formation. Très, très vite, nous avons commencé à co-animer. Nous avons créé le rêve d'éveil ensemble. Et c'était vraiment une rencontre d'âme qui a été très, très, très intense et qui m'a propulsée dans des questionnements que je n'aurais jamais abordés sinon. Et notamment la notion d'âme qui est intervenue là très fort, puisqu'en fait c'était un amour d'âme très clairement entre nous, et que c'était la première fois que je rencontrais ça, et que ça venait me questionner dans ma propre vie où j'étais déjà en amour avec mon mari et lui en amour avec sa femme d'ailleurs. Donc ça a été beaucoup de questionnements et de mise en pratique sur qu'est-ce que c'est que l'amour, toutes les déclinaisons possibles de l'amour, et Dieu sait qu'il y en a. Et comment on le vit dans une société où, par définition, le seul qui soit acceptable, c'est l'amour marital. Et dire qu'on vit un double amour, un amour spirituel et un amour matériel ou physique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est assez mal vu quand même. Donc c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses à cette époque-là, et qui personnellement, moi, m'ont beaucoup fait grandir, tout en étant parfois violent, hein, parce que c'est quand même pas simple. Mais ça m'a appris une première chose, je crois, c'est à assumer. Assumer ce que je ressens profondément. Et ça, c'était très important, parce que jusqu'à présent, moi, je suis quand même d'une nature adaptative, on va dire, avec une tendance à ne pas faire de vagues. Et du coup, ne pas assumer pleinement ce qui est en moi, laisser la bienséance ou je ne sais quoi prendre le pas. Là, pour la première fois, j'ai assumé, j'ai posé les choses vis-à-vis de mon mari, quand elle a commencé. Je suis, et ça a toujours été, j'ai la chance immense d'être vraiment très amoureuse de mon mari. Pour autant, il y avait vraiment une forme d'amour intense avec Michel, qui était d'un tout ordre, mais qui était très important parce que ça stimulait cette partie spirituelle de moi qui n'avait jamais vraiment été stimulée. Et c'était devenu nécessaire, vraiment très très nécessaire. Ça a été la première étape. Et dans cette période qui était une période extrêmement heureuse parce que tout marchait très bien en fait, on a eu du succès dans le rêve d'éveil, des groupes qui fonctionnaient très bien, on s'entendait très très bien dans l'animation, donc il y avait vraiment quelque chose de très vivant et de très porteur. Eh bien, c'est ce moment-là quand même que mon corps a choisi pour redéclencher une pathologie très lourde, pour laquelle là il y a eu un pronostic vital engagé très très immédiat, on va dire. Donc ça a été comment je vais dire, un tsunami, une bombe atomique ou un tsunami, je ne sais pas, qui a éclaté dans ma vie, parce que c'était au meilleur moment de ma vie, parce qu'il n'y avait rien à redire à ma vie, elle était juste parfaite et délicieuse. Et du coup, il y avait une forme d'incompréhension, parce que dans toute l'approche que j'ai pu avoir, dans la recherche, le décodage biologique et plein d'autres liens de cause à effet entre la maladie et le psychisme, j'avais cru comprendre que lorsqu'on était parfaitement bien aligné, bien équilibré, etc., on ne déclenchait rien. Voilà. On devenait presque immortel, quoi. En tous les cas, j'avais cette prétention de le croire. Sauf que j'étais précisément dans cette période où je me sentais super bien alignée et ça a fait boum. Du coup, il y a eu vraiment une culpabilité énorme qui est arrivée sur moi de me dire mais si tu es capable de déclencher un truc comme ça, c'est que tu te trompes, c'est qu'il y a quelque chose alors que tu n'as pas compris, que tu as mal fait, que bref, des tas et des tas de constats avec une dévalorisation forte, qui ne m'a pas empêché. Alors ça a été un certain moment, cette période-là, beaucoup de doutes, et puis
En fait, j'avais pas trop le temps de m'apesantir sur moi parce que comme il y avait justement cette épée de Damoclès sur la tête très très proche de fin de vie, j'ai très vite basculé dans une autre énergie, de me dire bon mais puisque de toute façon tout est fini, essayons d'utiliser ce qui nous reste pour déjà pour apprivoiser la notion de la mort, parce que c'est quand même une notion pas facile à apprivoiser. Et puis tenter aussi le truc de la dernière chance, je vais dire. Donc médicalement il n'y avait rien à faire, il n'y a aucune solution, on m'a rien proposé, donc ça c'était quelque part plus facile pour moi de me lancer dans une autre posture, une autre solution, puisque de toute façon côté médical il n'y avait rien. Donc j'ai tenté autre chose qui est passé par des jus, et donc une forme de jeûne, hein, bon, même s'il y a des jus, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est des cures de jus. Ouais, des cures de jus où il n'y avait vraiment que des jus, j'ai absolument rien mangé pendant plus d'1 an. Et ça a marché, bon, ça a marché dans le sens où aujourd'hui je suis là pour vous parler, donc c'est chouette. Ça a marché dans le sens où il y a une vraie rémission, le corps médical était assez abasourdi, tout s'est estompé, ça s'est remis à zéro, et je suis repartie de plus belle en me disant chouette, j'ai vaincu quelque chose de fort et je suis guérie et c'est juste miraculeux, et donc j'avais une nouvelle force en moi, mais qui très vite, et ça je l'ai vu qu'après, était quand même assez, était teinté d'un espèce d'ego spirituel qui disait bon ben tu peux être plus fort que le truc quoi. Oui, mais justement là on va y venir parce que c'est aussi un des sujets de cet échange aujourd'hui, c'est où peut nous mener cet ego spirituel. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Se dire déjà je ne suis pas concerné, c'est aussi faire la part à l'ego spirituel, parce que nous sommes tous thérapeutes, praticiens ou personnes à l'extérieur, nous sommes tous concernés par ce regard d'ego spirituel. Et on va dire que peut-être oui, aujourd'hui tout ce qui est praticien, thérapeute dit holistique, j'appuie bien sur le holistique, vont peut-être être plus centrés là-dessus. Et c'est quand même garder à l'esprit que personne n'est à l'abri. On y passe tous, sans exception. Quelques-uns arrivent à en sortir. Ouais. Mais c'est sans juger, parce qu'on fait avec ce que l'on a au moment à l'instant. Et l'idée c'est ça, c'est pas dire ah l'ego spirituel c'est pas bien, il faut. Mais non, c'est aussi dire ça, c'est déjà jouer le jeu. C'est ça. Non, je pense que le but c'est juste de le remarquer pour soi déjà, de sentir qu'à un moment donné il y a autre chose qui prend le pas. Cette autre chose pour ma part ça a été le fait d'avoir réussi une épreuve qui apparemment a été vouée à l'échec, m'a apporté comme un regard admiratif des gens sur moi, de dire mais alors tu arrives à faire des trucs incroyables, tu es courageuse, ce genre de choses, et comment dire, il y avait à la fois une part de moi qui refusait ça, et à la fois une part de moi qui me disait oui, c'est vrai aussi, mais je ne savais pas trop comment me poser avec ça, mais n'empêche que ça a porté une partie de ma vie post-maladie, ça a apporté une partie de ma vie là-dedans, où en fait beaucoup de personnes me parlaient de ça, me ramenaient à ça, et à cette victoire, parce qu'on appelait ça une victoire, ça voulait dire qu'il y avait un échec quand même possible, et donc ça veut dire qu'on traite la mort comme un échec déjà, ça c'est important. Et c'est culturel, ça. C'est très culturel, exactement. Et à cet endroit-là, mais je pense que l'ego spirituel se nourrit beaucoup de ça. De cette peur de la mort. De cette peur de la mort et du besoin de la vaincre ou de la dépasser ou tout ça. En tout cas, je me suis d'un seul coup aperçu que dans toutes les lectures que je pouvais faire, en lien d'une manière ou d'une autre avec l'ésotérisme, soit dans les parcours de vie qui sont nombreux à être racontés quand même, soit tout ça, il y avait toujours un happy end et une espèce d'admiration qui naît de ça, de dire bon ben lui il a tout compris, ou elle a tout compris, elle a réussi quelque chose que moi je n'arrive pas à faire, et à partir de là il y a un élan d'attrait, d'admiration pour tenter de faire comme elle ou comme lui. Et je me suis dit mais c'est quand même pervers ce truc, parce que
ok, toi tu as réussi un endroit, mais c'est ton endroit et c'est avec ce que tu possèdes, mais si ça se trouve, la personne, elle va faire exactement la même chose et elle n'arrivera pas, quoi. Et c'est flagrant, parce que là, en plus, en l'occurrence, dans ce qui s'est passé pour moi, bon, c'est des jus, et il y a plein de gens qui font des jus, et plein de gens qui vont quand même décéder, parce que c'est le moment, parce que... Donc, c'est passé à ce moment-là, pour moi en tout cas, j'ai commencé à me rendre compte que le mot humilité était très galvaudé, parce que je me considérais humble, et en réalité j'ai vu à quel point cette attitude d'être humble peut cacher aussi justement un ego bien planté qui cherche à être humble justement pour attirer la lumière et pour attirer les questions ou pour attirer quelque chose. Donc ouais, voilà. Et la véritable humilité, je l'ai rencontrée dans l'abdication que j'ai eue par rapport au fait d'accepter à un moment donné que oui, c'était fini. Que oui, la vie avait décidé que mon parcours s'arrêtait là, et que bien que j'étais pas contente parce que mon vouloir n'était pas à cet endroit-là, moi j'aurais voulu continuer à croquer la vie, mais j'ai réellement réalisé une abdication, c'est-à-dire à un moment donné j'ai mis genou à terre et j'ai dit ainsi soit-il. Mais c'est vraiment ça que j'ai vécu dans mes tripes. Il y a eu une acceptation pleine et entière, et à ce moment, là j'ai bien touché l'humilité. Là, j'ai senti qu'est-ce que c'était, parce que derrière cette humilité est née instantanément, je dirais vraiment en simultané, la notion de foi qui était complètement absente de ma vie, dans le sens où j'ai eu une éducation chrétienne bien marquée, qui m'a vraiment mis en plus qu'en distance, presque en guerre avec. Et là, en fait, quand il y a eu cette abdication du vouloir guérir, du vouloir vivre, et de dire ainsi soit-il, si c'est l'heure, c'est l'heure. Je me prépare à vivre ce départ le plus sereinement possible, parce que j'ai bien compris que, et pourtant j'utilise quand même les peu de moyens qui me restent, parce que sinon ce serait fuir, et ça c'est pas ce que je veux. Donc là est née la foi, dans le sens où d'un coup il y a eu cette... Alors je ne sais pas comment le traduire parce que ce n'est pas des mots qui vont là-dessus, mais cette conscience que on ne décide pas tout, on ne peut pas avoir un pouvoir sur tout. Il y a des moyens qui nous sont mis en œuvre, il y a des techniques, il y a des approches différentes, et on peut effectivement gagner du temps, redresser la barre, on peut améliorer les choses, on peut surtout vivre mieux ce qui nous est proposé, et ça c'est déjà énorme, mais on ne peut pas tout. À un moment donné, pour moi, il y a le corps physique qui a ses besoins et ses nécessités. Il y a, on va dire, l'âme ou l'esprit qui a une demande, c'est d'être en accord justement avec ce corps physique. Donc il y a une harmonisation à faire entre les deux. Mais il y a un troisième pôle, c'est l'intelligence de la vie, qu'on peut nommer comme on veut, et qui, elle, c'est qu'il y a un temps pour chaque être. Et va où tu vas, tu mourras où tu dois, quoi. Oui, c'est un peu la péremption, hein, c'est notre DLC à nous. Exact. C'est pouvoir... Je pas vu comme ça, mais c'est bien. J'exagère un petit peu, mais voilà, nous sommes des êtres périssables de par la matière, ouais. Pas spécifiquement par la dimension de l'âme ou du moi spirituel, hein, même si encore là, je fais la différence entre le moi spirituel et l'ego spirituel. Oui, c'est très différent. C'est vraiment ça, c'est pouvoir se dire que l'enveloppe physique, pour le moment, le fait est, c'est qu'elle a une limite. Elle a une limite dans la péremption. C'est organique, tout simplement. Ouais, mais j'ai eu la prétention de croire, justement au moment où on était dans l'apogée et dans cet amour d'âme extraordinaire, j'ai vraiment eu la prétention de croire qu'on pouvait même transcender ça. Et peut-être le peut-on. C'est possible, je ne sais pas. Toutes les thérapies holistiques, surtout post-New Age, hein, qui sont véhiculées encore aujourd'hui, alors toutes, hein, j'englobe toutes sans exception, elles sont dans cette démarche-là, c'est-à-dire si on corrige ça, si on améliore ça, ça va mieux aller. Hein. Combien de fois, et même moi en tant que praticienne, je l'ai entendu, j'ai peut-être même dû le dire, il y a quelques années en arrière.
ce côté un peu, si on a tel symptôme, c'est que quelque part dans sa vie, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas très, très lumineux ou quelque chose à corriger ou une relation à rééquilibrer. Et c'est là où c'est véhiculé, où c'est extrêmement perverse. Parce qu'encore plus quand on arrive dans des formations thérapeutiques, hein, vraiment j'englobe tout le champ holistique, ça part toujours d'une bonne intention, finalement. Oui. Tout le monde part d'une bonne intention, mais à partir du moment où on entend des propos qui disent si t'es malade, c'est parce que telle chose, déjà c'est hyper culpabilisant. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et dès qu'on active ce point de culpabilité, en fait, ça verrouille plein de choses et ça, on va dire, ça donne encore plus de poids à cette faille. Il y a un fond de vérité là-dedans. C'est vrai qu'on arrive avec tout un paquet de mémoire, on arrive avec un programme, on va dire ça comme ça. Oui, de toute façon, maintenant les programmes ils sont constatés. On voit de plus en plus de praticiens qui lèvent un petit peu la sonnette d'alarme et qui disent voilà, on a quand même des programmes et il est bon de les observer. Exactement. Et c'est en ça que le côté astrologique m'a beaucoup apporté, puisque moi je suis du signe de la Vierge. La Vierge somatise beaucoup, donc tout ce que je ne dis pas ou que je ne conscientise pas, mon corps se charge de le mettre à jour. Donc c'est chouette, il y a de la vérité là-dedans et c'est évident. Pour autant, on n'a pas un levier sur tout non plus. Oui. Et c'est ça, je crois, qu'il est important aujourd'hui de dire. Dans cette deuxième rencontre avec la pathologie, il y a eu de nouveau une rémission qui s'est passée, qui a duré 10 ans, et il y a 3 ans, de nouveau, il y a eu un réveil, avec de nouveau une culpabilité qui s'est remise en route, parce que j'ai eu l'espoir, justement, que cette rémission était définitive, et donc elle était synonyme de guérison. Or, c'est pas le cas, elle est revenue, on va dire, avec peut-être encore plus de force, je ne sais pas si c'est possible, mais oui. Et là, en fait, ça m'a de nouveau re-questionné sur plein de choses, mais encore plus profondément, vraiment dans les racines. Et à aujourd'hui, alors de nouveau sur la légitimité, parce que comment faire un enseignement quand soi-même on est porteur d'un truc dont on n'arrive pas à se débarrasser. Déjà, ça pose un questionnement. Mais ça garde ce questionnement, il maintient, il cristallise l'information qui veut dire que un thérapeute holistique doit avoir tout résolu. Doit avoir tout résolu, et que même s'il n'a pas résolu, il sait qu'il doit résoudre, et il sait qu'il... Alors que non. Et bien heureusement, on a encore cette condition d'être des humains. C'est ça. Et d'avoir ce champ des possibles de commettre des erreurs. Et de se dire que non, en plus ce ne sont pas des erreurs. Non, c'est pas des erreurs. C'est ça en fait, je crois qu'il faut changer. Il y a une chose qu'il faut changer, c'est ce regard sur le fait de bien faire ou mal faire, et qu'il y a une erreur ou quelque chose qui... Non, cette relation très, très dichotomique, en fait, elle est, pour moi, elle est profondément fausse. Et je pense même que, quelque part, enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, dans ce fait d'être atteinte d'une pathologie, d'être soumise de plus en plus aux failles du corps, on va dire, renforce considérablement cette humilité, cette foi et la recherche de la juste posture, alors face à la maladie bien sûr, mais aussi face à la vie, beaucoup, face à la vie. La vraie posture, la juste posture face à la vie, c'est quoi ? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de définition parce que c'est propre à chacun et que c'est à chaque moment en fait qu'on la réajuste, cette posture. Mais en tous les cas, moi je vais parler de la posture d'animateur de formation où clairement j'ai à cœur de transmettre un enseignement qui soit puriste, et surtout que dans l'enseignement que je transmets à travers le rêve d'éveil, c'est vraiment comment gagner notre autonomie, comment récupérer notre autonomie d'être, mais aussi de guérison, entre autres, et de création. Ça, c'est très important. Donc, comment réapprendre à créer notre vie en fonction du désir que l'on porte au plus profond de soi. Et moi, je crée quoi ? Une pathologie.
Ça paraît aberrant. Et du coup, il y a vraiment, il y avait en tous les cas à un moment donné un gros questionnement à cet endroit-là, de me dire, mais ça ne peut pas coller, il faut que tu te retires, tu laisses faire, vis ton expérience et après tu verras. Et en fait, je me dis que non. Je me dis que c'est juste de continuer ces formations justement en mettant en avant le fait que c'est pas infaillible, que c'est un moyen comme un autre pour tenter quelque chose, mais qu'on n'est pas forcément, comment dire, en tous les cas, je pense qu'on est des magiciens de la vie, mais on n'est pas des dieux. Alors, ça c'est important ce que tu soulèves, hein. C'est aussi ce besoin inconsidéré, et on le voit aujourd'hui avec la médecine chimique, hein, qui se veut de plus en plus numérique, qui se veut de plus en plus intrusive aussi dans les organismes. C'est cette quête à l'immortalité. C'est cette quête à l'immortalité, exactement. Avec la culpabilité de dire, si tu es malade, c'est pas bien. Si tu meurs, alors là, il faut surtout pas. il faut surtout pas. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de se désincarner. Est-ce que finalement, on n'aurait pas fait prévaloir la souffrance de la perte au-delà de ce que c'est d'être vivant? Oui, alors il y a ça. Et je parlerai même de la souffrance tout court. Il y a aussi, dans ce besoin de sécurité qui nous entoure et qui nous asphyxie, il y a aussi un besoin de ne pas souffrir. Et ce besoin de ne pas souffrir, c'est, je pense, un moyen aussi pour tout lisser et pour... en fait, qu'est-ce qui se passe quand on ne souffre pas? On n'explore pas nos capacités, on n'expérimente pas, et on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas comment on réagit. Il faut bien savoir que les personnes se découvrent face à un obstacle. Bon, il y a des obstacles, je suis d'accord, on n'est pas forcément pressé de les rencontrer. Non, mais des petits obstacles, on n'est pas obligé d'avoir des gros trucs, mais c'est vrai qu'on va découvrir... Les deuils, la maladie... ça c'est des super gros obstacles. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd, mais il y a plein de petits obstacles. Un bébé qui apprend à marcher, il se casse la figure, c'est le premier obstacle, et puis s'il s'arrête au fait qu'il se casse la figure et qu'il ne voit rien, c'est fini. Alors qu'en fait non, c'est justement l'apprentissage qui va faire que... Donc tous les obstacles sont là dans notre vie pour nous apprendre qui nous sommes, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va développer face à cet obstacle, et il y a tout un endormissement, je trouve, qui s'est passé, où justement on s'est confié au médecin qui lui sait, et du coup on s'est déchargé du fait d'apprendre de cet obstacle, de le valoriser, de l'utiliser en fait, de l'utiliser tout simplement. Et aujourd'hui, en tout cas, là où j'en suis moi, c'est une joie, parce que c'est vraiment ça, une joie d'utiliser d'utiliser au mieux l'expérience que je traverse pour pouvoir continuer à grandir. C'est pas guérir, c'est continuer à grandir, et jusqu'à la date de péremption. J'adore cette idée. Voilà, tout simplement, avec je ne sais pas comment le dire, dans ce continuer à grandir, je trouve que il y a aussi derrière ça tout de suite justement de nouveau un système de gagner ou de perdre. En fait c'est permanent, toute notre vie elle est construite autour de ça, gagner ou perdre. Toujours dans la compétition. Dans la compétition, il y a une forme de compétition permanente, c'est vrai, tout le temps, avec tout. Mais je pense que c'est, enfin en tous les cas, là encore une fois, là où j'en suis, je me rends compte que cette énergie de gagner ou de perdre s'estompe énormément. Ça remet le contrat de mort au sein même du contrat de vie. Quand on rentre dans le contrat de vie, on assume le contrat de mort, ça va avec, je veux dire, c'est inclus dans le lot, et c'est très bien ainsi, je pense. C'est la petite croix en bas de la page qu'on ne peut pas voir. On a tout construit pour ne pas la voir, et du coup on a tout aseptisé, et la douleur est un échec, l'obstacle est un échec, tout est un échec, alors que non, c'est pas un échec, c'est juste un moyen, c'est des escaliers en fait, voilà, ils remontent les escaliers, alors des fois il y a des marches qui sont un peu larges, c'est vrai, franchement on s'en passerait, mais voilà, c'est ainsi. Et surtout,
bon, moi j'ai cette capacité à somatiser, j'aimerais bien que ça s'améliore. N'empêche que, voilà, dans cette somatisation, je l'ai programmée jusqu'à mourir, puisque franchement je suis allée vraiment très loin. Bon, aujourd'hui j'essaye de l'alléger, je ne sais pas du tout si j'y arriverai ou pas, mais le fait est que depuis le début de l'année, j'ai rencontré vraiment la douleur physique, chose que je ne connaissais pas beaucoup. Là, je l'ai vraiment rencontré énormément. Et j'ai fait le constat que quand on est vraiment en proie à la douleur physique, continuer à être dans l'ésotérisme, à penser à être bien aligné, à méditer, tout ça, c'est franchement impossible. C'est compliqué. C'est franchement impossible. Ça nous coupe de tout, ça désaxe tout. Alors, c'est là qu'il faut se servir des outils, et c'est là qu'on oublie de se servir de ces outils. C'est le constat que j'ai fait. Oui, oui. Voilà, donc il faut avoir une vigilance justement à utiliser et à remettre en mouvement quelque chose qui a tendance à s'arrêter net à ce moment-là. Et c'est ça en fait aujourd'hui que j'essaye de transmettre. Juste qu'en tant qu'humain, eh bien, on est tous différents. Il y en a qui vont être des sprinteurs, il y en a qui vont être des marathoniens. On a nos caractéristiques physiques et génétiques qui vont faire que, en fonction d'un événement qui se passe dans notre vie, ce que tu vas faire toi ne va pas du tout me correspondre, et moi je vais être obligée de passer par un autre outil. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un outil miracle, ça n'existe pas, il y a juste un outil adapté à quelqu'un. Voilà. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a cet outil adapté, unique même, parce que l'outil doit être polymorphe. Doit être métamorphe, il doit être polymorphe. Parce que si on part juste, je sais pas, si je prends un marteau mais que je veux visser, là, non, ça va pas marcher. Hein. Bien sûr, je vais pouvoir planter la vis, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il va y avoir un souci. Au même titre que si je prends une visseuse électrique et que je dois planter un clou, je vais pouvoir, hein, mais il va y avoir un souci. Et c'est pouvoir réussir à équilibrer, à s'approprier l'outil, vraiment le transformer. Mais moi je veux revenir un petit peu aux symptômes des différentes maladies, parce que ce que tu dis toi en tant qu'astrologue en plus c'est très juste, et ça permet de repérer un petit peu les différents symptômes en fonction des personnalités. Est-ce que comme on va dire 99% des personnes dans des démarches dites alternatives, quand tu as vu émerger tes premiers symptômes, tu es allé essayer d'identifier dans les multiples encyclopédies, de comprendre le pourquoi j'ai ça, etc., etc. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, clairement oui. Oui, j'ai fait du décodage, j'ai fait la formation de décodage biologique tout de suite pour tenter de comprendre, ça m'a beaucoup éclairé, probablement bien aidé aussi dans le fait de calmer ça a calmé la maladie assez rapidement avec tout le reste qui était fait avec. En fait, ce que j'ai senti moi, c'est que à l'instant où, la première fois en 99 où je suis tombée malade, c'est vraiment tout mon être qui a fait un virage à 45 degrés et qui s'est intéressé à plein d'autres choses. Donc il y a plein de nouveautés qui sont rentrées dans ma vie. Et pour moi, le constat que j'ai fait, c'est que quand une pathologie se déclenche chez quelqu'un, il est absolument fondamental de changer quelque chose dans sa vie. Oui, c'est générer du vide, quelque part. C'est ça. Sans faire un vide total, bien sûr. Non, hein. non. Mais c'est pouvoir générer au moins un espace de vide pour qu'il y ait au moins une base de transformation. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la médecine traditionnelle, dans laquelle on se contente de mettre un joli pansement, tout ce qu'il faut pour calmer la douleur et les manifestations, mais on vous dit surtout ne changez rien. Le trois quarts du temps, hein, bon, à part peut-être le cholestérol, il faut changer le régime alimentaire, et encore que c'est pas vraiment très juste, mais bon, il y a pas de changements fondamentaux, et moi je pense que vraiment il faut changer des choses, genre je fais pas du tout de sport, j'ai introduit le sport d'une certaine manière, ou je change mon centre d'intérêt, ou je vais, et ça je trouve que voilà, c'est faire du vide et permettre à une autre énergie de s'installer à cet endroit là, ça va avec le reste. C'est aussi encore un moyen. C'est ce que tu dis, moi, ça me fait penser aussi à cette approche du deuil. C'est-à-dire quand on perd une personne très importante, l'absence des fois prend autant de place que la présence. C'est vrai. Et que tant que l'on est dans l'entretien de cette absence, que l'on ait ou pas commencé les étapes du deuil, hein, je précise, c'est pas ça l'idée.
Mais tant qu'on est encore dans l'entretien de la mémoire de cette personne, alors bien sûr, hein, on sait très bien qu'il y a deux morts, il y a la mort physique et après la mort, la deuxième, c'est quand on nous oublie complètement. Oui. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a aussi cette phase de vide que l'on ne s'autorise pas, Oui. tout simplement parce que tant que l'autre est encore là par des photos, par une dimension de je continue à lui parler, même si je sais consciemment qu'il, elle, n'est pas là, je continue à brûler une bougie à garder mes rituels. Quelque part, ce vide, il n'est pas opéré. Je suis d'accord. Et que le plus difficile, c'est de décider un jour de laisser ce vide. Oui, oui, c'est très vrai. Pour qu'il y ait quelqu'un ou une autre énergie qui puisse revenir. Oui, exact. Mais c'est pareil avec la maladie, finalement, dans ce que j'entends. Peut-être pas avec pas la tout même... à fait, voilà. c'est pareil, mais il y a une part de ça, c'est obligé, oui, je pense. Et peut-être que justement, je ne sais pas si ça se relie beaucoup, mais moi je fais un lien dans le fait qu'à un moment donné, je me suis questionnée si, vu le parcours assez extraordinaire, dans le sens où il y avait quand même plusieurs fois le pronostic de mort engagé, et que ça dure, je m'étais posé la question de me dire est-ce que je ne vais pas justement faire un bouquin sur mon expérience pour peut-être permettre à d'autres personnes de les aider. Et en réalité, je me suis vraiment rendu compte que quand je parlais de ça en conférence ou autre, il y avait comme un engouement qui se produisait en disant mais elle détient une forme de vérité, quoi. Et en fait non, je ne détiens pas du tout de vérité. Et là il y a une espèce de panique qui s'est passée. Je me suis dit non, mais en fait non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'en fait, les personnes sont dans un transfert, tu leur transmets l'information comme quoi il y a la maladie, il y a ci, il y a ça. Mais je transmets l'espoir en même temps qu'on peut quand même guérir de choses incroyables. Et pour eux, il y a ce transfert immédiat. Ils vont transférer leur propre rapport à la maladie. Exact. Donc pour eux, ça va être soit tu vas être regardé avec interrogation, soit comme le Messie, comme un énième Messie. Exactement. Il y en a eu beaucoup avant. Oui. Et il y en aura sûrement après. Tout à fait. C'est pouvoir transmettre aussi aux personnes que quel que soit le regard qu'ils vont avoir sur la manière dont tu vas aborder la maladie, c'est ton regard à toi. C'est ça. C'est ton vécu à toi. Oui. Et il faut garder à l'esprit que nous sommes humains, nous sommes faillibles, qu'en plus on a une date de péremption et qu'à partir de là on ne peut pas tout maîtriser. C'est pas possible. Alors on peut s'améliorer et j'ai à cœur moi de m'améliorer en permanence, mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment justement dans cette approche de la maladie, moi j'ai remarqué qu'en fait on met tellement de culpabilité, de je dois faire, ou je ne dois pas faire d'ailleurs. C'est pareil en médecine allopathique. Pareil. Le je dois prendre mon traitement tous les jours à telle heure. Alors bien sûr, tout est réfléchi, tout est calculé en fonction de cycles. Mais il y a vraiment ce côté, si j'ai raté mon traitement, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai raté mon heure de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Et du coup, dans ce je dois, il y a vraiment une notion d'échec possible et puis un devoir qui nous coupe complètement de la joie d'exister. De la joie d'exister dans le présent. Je veux dire, si ça se trouve, ce soir, alors, il va y avoir, je ne sais quoi, une météorite qui nous tombe sur la tête, on n'est plus là. Non, encore une. Encore une. Non, mais c'est vrai. Jamais on y pense à ça. Et pourtant, le danger est permanent. On peut se faire renverser n'importe quand. N'importe quoi peut arriver n'importe quand. Mais on n'a pas ça à l'esprit, sinon on ne peut pas vivre. Et c'est exactement pareil dans la maladie. Il faudrait qu'on arrive à dédramatiser et à être juste, ok, là en ce moment mon corps il est patraque, je fais ce que je peux, j'améliore du mieux possible et Inch'Allah, comme on dit. Le reste, il y a une part de l'histoire qui ne m'appartient pas. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut absolument se souvenir. Il y a une part de l'histoire qui ne m'appartient pas. Donc, encore une fois, je peux être magicien, mais je ne suis pas Dieu. Il y a, à un moment donné, si c'est l'heure, c'est l'heure, et je peux ne pas comprendre pourquoi c'est l'heure, c'est vrai, mais n'empêche que, personnellement, aujourd'hui, à travers tout ce que j'ai dépassé, j'ai cette conviction que même si je ne comprends pas pourquoi c'est l'heure, j'ai la certitude absolue que c'est juste. Dans la grande horloge cosmique de la vie. Voilà. Pas à mon échelle à moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur... c'est pareil, de toute façon, on va rejoindre le côté un peu thérapeutique, holistique et peut-être pas égo-spirituel, parce que je pense que ceux qui le véhiculent
ne sont pas dans cette approche d'ego spirituel, mais plutôt quand on entend monter sa vibration, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le mot à la mode, hein, depuis quelques années en arrière, on a ce mot qui revient sur n'importe quel, vous tapez vibration sur internet, vous allez avoir plein d'avis différents et en même temps complémentaires, etc. Toi, individuellement, qui est en plein dedans, j'irais dire, voilà. Si on te dit, oh, il faut que tu montes ta vibration pour aller mieux, qu'est-ce que tu aimerais dire? Alors, je vais dire que j'ai cherché à le faire de plusieurs manières et que je me suis rendu compte que lorsque artificiellement et d'une certaine manière j'essaye de monter ma vibration, il se trouve que ça déclenche très souvent justement des douleurs plus aiguës ou ce genre de choses. C'est comme s'il y avait la vibration de mon corps et la vibration de mon âme, de mon esprit, peu importe, en tous les cas du côté spirituel. Ces deux vibrations, elles vibrent à des fréquences différentes, ça c'est sûr. L'intérêt étant de les harmoniser, ça c'est sûr. Alors ce que je constate, c'est que par exemple, je viens de finir une formation là, qui s'est déroulée hier. On est lundi? Oui, c'est ça, donc hier sur 4 jours, et effectivement, on a senti très nettement que les vibrations étaient tip-top, on avait vraiment monté le truc, on se sentait super bien, et très vite, quand on sort de ce cocon que l'on crée, que l'on repart au contact de la vie telle qu'elle est, il y a une descente assez brutale. Ça, c'est le côté perverse des stages c'est ça, holistiques. où il y a un haut, il y a un bas, mais c'est aussi intéressant parce que plus on le pratique, et moins cette descente est violente, et plus en fait ça finit par descendre doucement, et ça fait des vagues très douces qui font une respiration qui pour moi est juste. On n'a pas à maintenir là comme ça à fond, non, au taquet. On a à faire une respiration, c'est-à-dire il y a des moments où je monte, il y a des moments où je descends, et l'intérêt c'est que j'harmonise mon corps, c'est-à-dire je sens jusqu'où il peut aller, parce que le corps est matière et il a une densité différente qui fait que l'énergie ne circule pas de la même manière, on va dire, les fréquences sont différentes, et ça évolue, voilà. En plus on a clairement dans cette période-là la vibration de la fréquence de la Terre qui change aussi. Bon, ça on le voit aussi très bien en astrologie. Donc il y a une modification très forte de la matière, elle est très sollicitée, mais pas que le corps physique d'ailleurs, vraiment la matière en général est très sollicitée à l'heure actuelle. Et tout l'ancien a tendance à s'effriter, à tomber pour que le nouveau apparaisse. Je pense qu'on est à l'aube de quelque chose d'important, mais cette aube-là est un moment perturbé et perturbant, parce qu'il y a plein de choses. On veut du nouveau, mais en même temps, on ne veut pas que ça change. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on veut vivre éternellement. En même temps, on ne veut pas changer nos privilèges, parce qu'il faut dire aussi notre société a acquis beaucoup de privilèges. C'est ça. On veut manger bio, mais on veut que le bio, ça soit des avocats qui viennent de tel endroit, donc qui sont venus de telle manière et qui sont emballés sous vide. Voilà, il y a une espèce de pour et de contre. On veut lutter contre la déforestation, mais en même temps, l'arbre dans le jardin, il gêne un peu, donc... c'est pas grave, mais bon, il y a cet vraiment ce réel esprit de contradiction. Complètement. Qui fait l'humain. Oui, complètement. Et qui fait que moi aujourd'hui, alors déjà, lorsque je me sens sur ma petite personne, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai arrêté de me demander pourquoi je suis malade. Je ne me pose plus jamais cette question. Simplement, dans cet état-là, quand je sens qu'il est là, je cherche à être mieux, je me repositionne, je me questionne sur ma joie de vivre, ça c'est très important. Est-ce que là, à l'heure actuelle, tu es bien dans ta vie? Est-ce que tu peux changer quelque chose pour être mieux dans ta vie? Voilà, ça c'est des choses très pragmatiques qui font comme une forme d'écologie intérieure. Et je suis très, très axée là-dessus, sur cette écologie intérieure, parce que je pense que la solution de la Terre, elle est là, elle est dans le fait que chacun se prenne en charge dans une écologie intérieure beaucoup plus juste et pertinente. Et ça, je pense que c'est comme ça en fait qu'on arrivera. Et c'est pas en essayant de tout péter. Ça, j'y crois pas beaucoup, moi personnellement en tout cas.
je pense que c'est très important parce qu'on a effectivement des réflexes bien ancrés qui sont tordus, il n'y a pas d'autre mot, et qui nous mettent en porte-à-faux, mais c'est aussi valable avec des choses très concrètes où on parlait hors antenne de éventuellement les conséquences de la venue de l'électricité dans les maisons qui feraient, selon des études scientifiques, monter les maladies de manière exponentielle. Là aussi, c'est pas à négliger, c'est aussi à prendre en compte. Et pour le coup, on est sur quelque chose de pragmatique. Oui. On n'est pas du tout sur une théorie, vraiment sur une hypothèse de éventuellement est-ce que ça serait possible que. Là, on est sur une réalité immédiate, c'est l'impact de l'électricité sur les organismes. C'est ça. Et ça a un impact réel qui affaiblit l'organisme, qui le déséquilibre et qui, du fait, va créer des maladies. Donc, mais c'est pas non plus. Alors, je pense, et ça c'est peut-être la vision justement spirituelle, je pense que oui, on peut effectivement revenir à l'âge de pierre, enlever l'électricité à la maison. Est-ce que c'est vraiment l'âge de pierre? Je ne sais pas, mais bon, quand même un peu. Hein. Non, il y a une praticité. Aujourd'hui, on vit avec l'électricité depuis pratiquement 200 ans, moitié 19e. Ouais. On ne saurait pas, soyons honnêtes, soyons réalistes, c'est bien pratique. C'est bien pratique d'avoir le lave-linge à la maison, c'est bien pratique d'avoir l'électricité. Et même pour les moins puristes, c'est pratique d'avoir la télé, c'est pratique d'avoir Internet. Exactement. On est dans cette... sans en être dépendant, il y a aussi, il faut reconnaître, ce côté pratique. Exact. Et je pense très clairement qu'on peut continuer à l'utiliser, mais il faudrait continuer à l'utiliser de manière plus intelligente, plus responsable, plus raisonnée, et en ayant, et pareil pour Internet, où il faudrait vidanger sa boîte mail, etc., pour ne pas consommer à outrance ailleurs. Enfin bref, il y a plein de gestes que l'on est amené à apprendre à vivre et à modifier chez nous, et qui font partie du fait du mieux-être. Je reste persuadée que, même si l'électricité a tendance à abîmer, impacter les organismes en général, on peut faire en sorte, justement, en compensant de l'autre côté, en faisant certaines pratiques et en étant aussi aligné, tout ça, on peut faire en sorte que petit à petit, ça se règle et que le corps s'adapte et que petit à petit, on arrive à quelque chose qui soit plus harmonieux. Mais il faut passer par cette phase-là. Bon, et ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Beaucoup d'autres. On a rempli nos vies de facteurs très agressifs. Très agressifs, oui. Très agressifs. Tout ce qui nous entoure majoritairement, surtout quand on habite un milieu urbain, peut avoir un impact agressif, sans parler d'électricité. Bon, même si on a conscience aujourd'hui, c'est plus un point d'interrogation, c'est plus un doute. Nous sommes tous électrosensibles. Il y a des hyper-électrosensibles qui, eux, vont le sentir directement. Mais après, nous sommes tous impactés par ces ondes qui circulent. Et je ne parle pas du magnétisme naturel de la Terre. Là, je parle du magnétisme artificiel. Donc ça, il y a un réel impact. Et sur ça, on peut méditer autant qu'on veut. On peut quand même pacifier des choses parce qu'on va être plus sensible en fonction justement de l'histoire mémorielle que l'on porte en soi. Donc effectivement, on peut quand même aller travailler dans ces zones-là. Ça ne fait pas de mal de toute façon. Mais sans avoir la prétention de, en faisant ça, je vais guérir. C'est ça en fait qui est mortifère. Ça, c'est pas bon du tout parce que c'est très culpabilisant. Ça veut dire, j'y arrive pas, donc je suis nul. Non, c'est faux. L'intérêt, c'est de rester curieux. Vraiment curieux, explorateur de la vie. Tester des choses, voir, ça marche, chouette, ça marche pas, zut. Mais je continue. C'est peut-être aussi garder à l'idée, c'est se dire quelle expérimentation j'ai envie d'avoir aujourd'hui. C'est ça. C'est garder, peut-être plutôt que de se mettre une espèce de compétition avec soi-même, avec une expérimentation compliquée, anticiper, on se dit qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui, tout simplement. En étant réaliste, en se disant j'ai pas envie d'expérimenter une attaque de ceci, mais plutôt en train de se dire j'ai envie d'expérimenter, je sais pas moi, ramasser ses légumes. C'est tout bête, hein. Ça peut impacter, ou expérimenter pour ceux qui ne pratiquent pas la méditation, ou expérimenter pour ceux qui ne pratiquent pas une activité physique. C'est comme ça qu'on va découvrir qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui peut... Quand je me mets à vibrer de plaisir pour quelque chose, c'est sûr, je change mon énergie et forcément ça a des conséquences. Parce que ça c'est important surtout, parce qu'on parle de vibration, monter le taux vibratoire, etc., être en adéquation avec la planète, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Parce que
majoritairement, on va se dire oui, ok, mais comment je monte, qu'est-ce que je fais, je dois faire quelque chose de particulier, etc. Et il y a toujours ce côté bien bon élève qui veut suivre le protocole à la liste, à la lettre, et qui finalement peut passer à côté de ce qui lui ferait réellement monter le taux vibratoire, parce qu'on lui aura dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, ce que je kiffe, c'est les gens qui rayonnent et qui rayonnent, voilà, qui portent en eux une vraie envie, une vraie joie, une vraie écoute, une vraie présence. Donc ils sont là, présents à l'instant T. Et je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai traversé, c'était juste destiné à ce que j'apprécie l'instant présent. Parce que c'est tout un parcours quand même. Mais est-ce que c'est pas ça finalement l'objectif de nos incarnations? Plutôt que de dire, on peut le voir, hein, chacun a son regard sur la raison de nos incarnations. Pour certains, la Terre est une prison, pour certains, on est en exil, pour d'autres ceci, pour d'autres cela, pour d'autres c'est pas bien, etc. Il faut modifier, etc. Mais et si l'objectif de tout cela était tout simplement de prendre conscience de cet instant T, quel qu'il soit, et prendre conscience de j'expérimente ça, qu'est-ce que ça me fait? Moi je sais que personnellement, quand je suis dans cet état de présence totale, tout va bien. Il n'y a plus de je suis malade ou je suis pas malade, je suis juste c'est chouette. Voilà. Oui, parce qu'en disant, finalement, je te rejoins, c'est quand on dit je suis malade, ou souvent, c'est tout bête, hein, on échange avec des proches sur l'état de santé, sur notre état de santé, et il y a ce côté un peu, je dirais, pathos, hein, de compassion ou d'empathie excessive par transfert. C'est peut-être juste dire, non, j'ai ça, il y a ça, voilà, j'ai cette expérience complémentaire. Ça. Mais c'est pas moi, donc je me dissocie. Aussi, ça résout pas, bien sûr, hein, mais ça permet de... Non, c'est très très important. De respirer. Parce que ça peut-être que ça résout pas, mais en tous les cas, ça ouvre des portes nettement nouvelles qui permettent d'avoir des fois des solutions qui émergent. Alors que l'identification, ça ferme les portes, très clairement. Ça ferme les portes et ça enfonce encore plus la racine au cœur de la terre. Donc... voilà, ce qui explique le fait que je n'écrirai pas un livre là-dessus. Et après, c'est peut-être qu'un jour tu auras envie, mais tu en as déjà décrit, écrit deux autres. Voilà. C'est différent, c'est vraiment très très différent. Mais en tout cas, je suis contente de ce partage parce que c'est le fruit de beaucoup de réflexions et la décision de continuer à transmettre, à enseigner avec ce que je suis maintenant, dans ce que je suis maintenant, et en le considérant comme, non pas comme un handicap justement, ou une tare, mais au contraire comme quelque chose qui m'enrichit, qui m'amène à être le plus vrai possible. C'est ça surtout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu as déployé et mis en place, toi, tes propres outils par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu vis, à ce qui t'accompagne dans la vie. Ce boulet qui t'accompagne dans la vie. Mais aussi, ces outils, c'est pouvoir se dire, je pense aussi à l'astrologie, c'est pas dire parce que tu sais éventuellement certaines choses que tu peux aller à l'encontre. Non. Mais... Et ça, c'est bon à rappeler, c'est pas parce qu'on est thérapeute holistique que l'on est lisse et sans souci. Non, du tout. Je pense que c'est ça, enfin, en tous les cas, moi, c'est ce message-là que j'ai envie de porter. Je pense que tout thérapeute est malade d'une certaine manière, hein, soit physiquement, soit psychiquement, soit spirituellement, mais il y a et une faille, c'est obligé. La première démarche, ça, quand on entame ce genre de formation, c'est qu'on cherche à comprendre quelque chose. Exactement, d'où le fait que... Et ce serait bon qu'on l'admette, tout simplement. Je pense que ça remettrait un peu les pendules à l'heure. Ça me semble nécessaire, en tout cas. De revenir dans le ici et maintenant, de profiter de cet instant T, de respirer, de pouvoir être soi, de ne pas s'attacher à ce qu'on va appeler la maladie, quel que soit le nom qu'on le lui donne, hein, parce qu'elle est aussi métamorphe. C'est ça. En tout cas, merci infiniment Sylvie de tout ça, voilà, de cette sincérité, de cet échange, d'une fluidité incroyable.
Merci, merci. Et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Hein on est vraiment sur du format atypique, mais c'était aussi nécessaire. Et peut-être que ce sera l'occasion de proposer ce format à qui le souhaite. Hein, je viens avec ma caméra et avec un verre d'eau, on échange tranquillement sur des sujets importants pour chacun. Pas que sur je fais ça dans la vie et comment ça se passe, mais c'est important et j'ai envie de le partager. Merci beaucoup, Dani. Merci. Merci infiniment à toi. Merci. Au revoir. Je vous dis à tous au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.